samedi, dans le cortège lyonnais qui rendait hommage à Quentin Derenc, une dizaine de leaders de groupuscules fascistes étaient présents. Des néofascistes, des néonazis et des identitaires, main dans la main pour défiler dans les rues de Lyon. Bruno, toi, tu étais présent à cette manifestation, tu vas nous en parler. Déjà, sur le contexte de comment était organisé, avec quelles consignes, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus d'abord peut-être sur le profil des organisateurs de cette manifestation qui est à la base pas présentée comme une marche blanche, mais en tout cas un hommage à Quentin Derenc. Alors, en fait, il y avait les organisateurs officiels. Moi, c'est comme, donc, il y en a deux en gros principaux. Donc, il y a Aliette Espieux, qui est en fait une des porte-voix du mouvement anti-avortement à Lyon notamment, qui a déposé la manif, et un autre, Clément Schertz, peut-être que j'écorche son nom, qui lui est responsable de la cocarde étudiante à Lyon. Donc, c'est ce syndicat étudiant d'extrême droite qui fait souvent parler de lui, notamment, alors qui a des élus, puisqu'il se soumet aux élections, mais qui fait souvent parler de lui, notamment pour des affrontements avec des étudiants de gauche le plus souvent. Donc ça, c'était un peu les organisateurs officiels. Les organisateurs officieux, déjà, Aliette Espieux donne un peu un indice, puisqu'en fait, elle est mariée avec Elliot Bertin. Alors lui, pour le coup, c'est quelqu'un de costaud, on va dire, d'un point de vue à la fois judiciaire et au niveau du militantisme, puisqu'en fait, c'est l'un des leaders de Lyon Populaire, qui a été dissous, donc qui est un groupe néofasciste. Thomas, on en a parlé. Et qui a été dissous, je précise, en juin 2025, notamment pour exaltation de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Absolument. Donc encore une fois, voilà, les liens quand même avec le nazisme sont revendiqués. Donc ça, c'était un premier indice. L'autre indice qui fait dire qu'il y a aussi des organisateurs officieux, c'est qu'au niveau du cadrage de la manifestation, notamment au niveau des services d'ordre, c'est là où moi j'ai pu constater la présence de différentes personnes. Donc par exemple, il y a Gabriel Lousteau, donc qui était l'un des chefs il y avait plusieurs SO, c'était l'un des chefs du SO, on les reconnaissait parce qu'ils avaient un brassard bleu. Donc Gabriel Lousteau, c'est le fils d'Axel Lousteau, donc ancien leader du GUD dans les années 90, qui est devenu après qui était un très proche de Marine Le Pen, qui a été au RN, qui a été même élu, qui a finalement été exclu parce qu'il était trop radical, mais qui continue à maintenir des liens avec le Rassemblement national. Avec Frédéric Chatillon, exactement. Notamment. Les deux sont très proches. Donc, exactement, c'est la Galaxy, c'est la Good Connection. Et donc, Gabriel Lousteau, donc c'est quelqu'un qui a déjà été condamné, notamment pour une agression homophobe. Il a été condamné pour ça. Et récemment, il a été, pendant l'affaire de Crépol, il a aussi été condamné pour injure publique et menace de mort. Donc voilà, c'est quelqu'un qui déjà a un profil militant et un passé judiciaire qui est un peu chargé. On va revenir un petit peu plus tard sur d'autres profils de personnes qui étaient présentes à cette manifestation. Juste avant qu'elle commence, il y a des consignes qui sont données. En gros, il ne faut pas trop montrer son idéologie quand on se rend là. Déjà, moi, quand j'arrive sur place, avant même qu'il y ait des prises de parole qui vont donner les fameuses consignes, je sens bien que c'est un peu bizarre parce que je vois aucun signe d'appartenance particulier. Alors, un œil averti permet de reconnaître quelques groupes. Par exemple, les militants de l'Action française, on arrive à les reconnaître à leur look un peu particulier, avec des vestes barbour, leur coupe rasée sur les côtés, bien plus long sur le dessus. D'autres, on voit bien qu'il y a une influence du stade, donc c'est le style casual, avec les chaussures Adidas, du Fred Perry, et casquette et cagoule. Beaucoup de gens cagoulés aussi, ou alors avec des masques chirurgicaux, des gens aussi avec des parapluies alors qu'il faisait un grand soleil. Donc mais pas forcément de signe d'appartenance particulier. Et effectivement, au moment des prises de parole, l'une des organisatrices va dire l'une des consignes qu'on a demandé, c'est qu'il n'y ait pas de récupération politique et que personne n'affiche ses couleurs. Et donc là, je comprends qu'effectivement, les gens étaient au courant de ces consignes-là. L'autre consigne qui n'a pas du tout respecté, c'est qu'ils expliquent qu'il faut que personne ne soit cagoulé parce que sinon, ça fait porter un risque sur la manifestation, que les policiers interviennent, etc. Moi, j'ai fait toute la manif. Facilement, la moitié des gens étaient cagoulés. Donc ça, pour le coup, cette consigne n'était pas... Mais en fait,
le reportage, on est parti l'idée de faire une immersion. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'une immersion, c'est-à-dire que je ne me suis pas identifié comme journaliste de l'humanité. Je ne suis pas allé interroger les gens en tant que journaliste de l'humanité. Pourquoi ? Parce que pour 2 raisons. La première, c'est qu'on sentait bien qu'il y avait une volonté de lisser les images qu'il allait avoir et donc de contrôler absolument ce qui allait être dit, ce qui allait être fait pendant la manifestation. Notamment devant les poules de journalistes. Et, exactement. On sentait bien que si on allait interroger les gens, ils nous tiendraient un discours qui n'était pas forcément un discours, on va dire, de vérité, mais plutôt un discours pour essayer de faire des images. Ça s'est d'autant plus confirmé, cet élément, que pendant toute la manifestation, en fait, le service d'ordre a fait... Une bonne partie de son travail, ça a été d'empêcher les journalistes de travailler, ceux qui s'étaient officiellement déclarés, notamment BFM TV, où il y avait des gens du service d'ordre qui mettaient un parapluie devant les caméras. J'ai vu un journaliste d'Europe 1 qui rentrait dans la manifestation pour aller interroger des jeunes. Il y a tout de suite un membre du service d'ordre qui est arrivé, qui lui a demandé de sortir de la manifestation. Donc on sentait bien qu'en tant que journaliste, on n'allait pas pouvoir travailler librement. Ça, il y a eu des rappels un petit peu. Il y a eu un rappel, je le rappelle. De la part de qui ? De la préfecture, du coup, de la police. À un moment donné, on arrive à un carrefour et là, je vois le commandant de police qui est en charge du dispositif de sécurité arriver assez remonté vers l'un des chefs du service d'ordre et lui dire cette phrase: maintenant, vous laissez les journalistes travailler. Parce que en fait, il y avait effectivement cette volonté d'empêcher un peu. En tout cas, ils étaient dans une volonté absolument de maîtriser tout ce qui était à la fois image-parole. Et donc ça, on avait ce pressentiment-là avant que je parte en reportage. Ça s'est confirmé par la suite. Et l'autre élément qui fait qu'on a choisi aussi ce mode-là de journaliste, c'est-à-dire d'immersion, de ne pas s'identifier, d'essayer de capter un peu ce qui se passait dans la manifestation. Donc il y avait cette volonté d'avoir une parole un peu plus vraie. Et puis en tant que journaliste de l'UMA, je pense que les gens ne m'auraient pas forcément beaucoup parlé. Donc voilà, l'idée, c'était de surmonter ces deux difficultés qui, en plus, se sont confirmées sur le terrain. Alors, on va revenir là-dessus justement dans le récit médiatique. Alors, pour être tout à fait juste, il y a plusieurs vidéos de Salim Nazy qui ont tourné, y compris sur BFM TV, y compris dans le live tweet de Paul Sugy du Figaro, même s'il prend quelques distances avec ça. Il y a aussi le récit d'une manifestation qui était plutôt familiale, calme. Déjà sur cet aspect-là, on imagine que sur les 3000 personnes, tous ne sont pas des membres de groupuscules fascistes. Est-ce que toi, tu as trouvé que c'était une manifestation familiale, calme ? Alors familiale, je dirais pas ça. Ce qui est sûr, c'est que je trouve que moi, il y a eu une évolution entre le début du rassemblement et la fin. C'est-à-dire qu'au début, objectivement, il y avait quand même énormément. C'était assez impressionnant de voir qu'une grande partie de la manifestation a pu faire partie du service d'ordre parce qu'on voyait des groupes de 20-25 individus, certains cagoulés. Looké clairement gars du stade ou membre de groupuscule. On voyait que voilà, c'était des types qui avaient l'habitude de la bagarre et de la confrontation. Et à côté de ça, tu avais malgré tout effectivement des gens, des vieilles dames, où j'ai pu entendre des discussions, où voilà, des gens qui étaient vraiment touchés par la mort de Quentin Derrand, qui s'était fié aussi, je pense, au récit médiatique qu'il y a eu au début, c'est-à-dire un jeune homme qui était là pour protéger des jeunes femmes et qui s'est fait lyncher violemment par un groupuscule de gens de la jeune garde, ou en tout cas de gauche. Je pense que parmi le profil de gens qui venaient sincèrement pour rendre hommage à Quentin, les gens étaient plutôt marqués à droite, mais c'est vrai qu'il y a eu ça. Et en fait, au fil de la manifestation, moi, ces gens-là, je les ai vus un peu disparaître, notamment parce qu'en fait, au bout de 100 mètres du départ de la manif, il y a eu des premiers échauffourées. En fait, il y avait des contre-manifestants, dont un jeune homme qui est venu pratiquement tout seul et qui a commencé à alpaguer la manifestation, a commencé à leur parler en arabe, ce qui a été insupportable pour eux. C'est là où j'ai entendu des gens dire retourne en Algérie, etc. Et là, à ce moment-là, il y a je sais pas, une quinzaine de personnes qui ont essayé de lui sauter dessus. Donc il y a eu une première intervention du service d'ordre qui a essayé de retenir un peu les gens de la manifestation pour pas le lyncher. Et finalement, c'est la police qui l'a évacué. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y a eu un retournement où les gens se sont dit « Ah ouais, finalement, je suis dans une manif un peu radicale ». Alors c'est vrai que j'ai vu une personne, un monsieur avec un landau et son enfant. Mais sinon, sur le profil des 3/4 des manifestants, on était quand même sur des gens plutôt masculins, plutôt jeunes, de 20 à
40 ans, bonne partie cagoulée, qui marchaient en groupe, donc des gens qui étaient, on sentait que c'était des groupes affinitaires, hein, qui manifestaient les uns à côté des autres, et c'était plutôt un profil radical, quoi. Pour revenir un petit peu sur les saluts nazis, Aliette Espiau, donc une des organisatrices de la manifestation, elle dit qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu d'autres qui ont participé, qui montrent des vidéos de clapping, donc des gens qui chantent des slogans, un peu ce qu'on peut voir dans des COP, dans les stades de foot aussi, hein, des slogans en frappant dans les mains. Est-ce que il y a eu autre chose que ça? Est-ce que toi, tu as pu... On a vu évidemment des images qui ont circulé. Qui, à 3-4 reprises, fait un salut nazi avant d'être attrapé par un ami à lui, après avoir jeté un coup d'œil aux caméras. Est-ce que toi, tu as vu aussi des scènes comme ça? Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il y en a eu d'autres, parce que moi, de mon point de vue... j'en ai vu, notamment, ça fait quoi? Ça faisait 15-20 minutes que la manifestation était partie. Et là, il y a quelqu'un qui me dépasse un peu par la gauche. Et il y a un chant qui commence à être lancé. Et là, il commence à faire un salut fasciste, nazi. Je ne sais pas dans quoi il l'inscrivait lui, mais clairement voilà, le bras tendu. Et pas là, pour l'Empire romain. Ouais, voilà. En tout cas, on n'était pas sur la référence à l'Empire romain. Non, mais voilà, c'était un salut fasciste. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il y a un membre du service d'ordre qui est intervenu tout de suite, qui l'a vertement rabroué en lui disant « on ne fait pas ça maintenant ». Et ce qui était un peu étonnant, moi, de mon point de vue, c'est qu'on sent bien que ce gars-là qui s'est fait rabrouer, il était un peu étonné, quoi. Il n'a pas compris pourquoi on lui Il n'a pas compris, il a eu un moment de stupeur, et puis après il est reparti. Et c'est là où on parlait sur la volonté de maîtriser un peu les images. On sent bien que l'autre élément, l'autre consigne que le service d'ordre a sûrement dû avoir, c'est d'essayer d'empêcher ce genre d'image. On le voit bien parce qu'il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux où il y a des manifestants, il y a un chant qui commence à être lancé, et tout d'un coup, il y a des manifestants qui lancent, excusez-moi pour les termes, mais sale bougnoule, sale PD, et là, tout de suite, il y a un membre du SO qui arrive et il leur dit pas sortez de la manifestation, ça se fait pas. Il leur dit pas c'est intolérable. Les pas non plus. Ouais, il leur dit attention les gars, il y a les caméras, arrêtez tout de suite. Donc on voit bien qu'en fait l'objectif c'était il y a une volonté de maîtrise de cette image et des gestes, mais qui a craqué assez rapidement parce que en fait les gens qui étaient là, ça reste des gens radicaux. Donc moi j'ai assisté à ça, j'ai assisté à un autre truc où j'étais dans la manif, donc j'avais cet avantage voilà, d'être au milieu des gens, et on passe à côté d'une ancienne caserne militaire avec des fils barbelés, et là il y a un type avec ils étaient une dizaine de copains, donc encore une fois c'était un groupe, je pense, en tant que tel constitué, qui voit les barbelés, qui fait les barbelés, ça me rappelle des bons souvenirs. Donc clairement, en gros, ça fait référence au camp de la mort, etc. Et tout le monde se met à se marrer, quoi. Donc voilà, il y avait cette tension entre la volonté de maîtriser l'image et puis à l'intérieur les différents éléments. Moi, en me baladant dans la manif, j'ai pu capter plusieurs fois des gros dérapages. Et même plus que des gros dérapages, des choses qui sont condamnables par la loi. Oui, et la préfecture a indiqué qu'ils allaient tenter de voir qui étaient les auteurs, notamment de salut nazi. CNews en a quand même parlé, en disant il y a eu 2-3 débordements, qu'ils soient retrouvés, qu'ils soient condamnés, mais dans l'ensemble, la manifestation était très calme, et voilà, ils en font même un exemple de manifestation. On va revenir un petit peu après sur le traitement médiatique. Donc samedi à Lyon, donc des néofascistes ont manifesté dans la ville en hommage à Quentin Derenc. Je vais revenir sur quelques profils, parce qu'il y a eu ces débordements dont tu as parlé pendant les manifestations. Il y a aussi des profils de personnes qui étaient présentes et qui en disent long sur l'idéologie prônée par ces gens-là. Des profils qu'on retrouve aussi, on va y revenir un petit peu, mais sur les fameuses manifestations du collectif 9M, donc du 9 mai, ces manifestations, je pense que vous avez les images en tête, où dans Paris, le samedi le plus proche du 9 mai, on a autour d'une cinquantaine, une centaine, les rangs se grossissent ces dernières années, de personnes qui viennent rendre hommage à Alexandre Desieux, Sébastien Desieux, pardon, excusez-moi, Sébastien Desieux, qui est mort, lui, il y a quelques années, après une course-poursuite avec la police. C'était un petit peu différent.
Revenir sur ces profils-là, on avait en tête de cortège, là, samedi, à Lyon, un certain Yvan Benedetti. Ouais, absolument. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? On en parle Yvan ensemble. Benedetti, en fait, il commence à l'œuvre française avec Pierre Sidos, Qui est un mouvement pétainiste. ouvertement pétainiste, justement. antisémite. Ensuite, il va rejoindre l'EFN. Alors, il aura sa double appartenance d'ailleurs. Il va avoir cette double appartenance. Et il va devenir très proche de Bruno Gollnisch. Donc, Bruno Gollnisch, c'est ce proche de Jean-Marie Le Pen qui a failli prendre la tête du FN à l'époque et finalement qui a été battu par Marine Le Pen. Et donc, il va même siéger au comité central du FN et jusqu'en 2012 où il va être exclu puisque dans un interview, il explique qu'il est ouvertement antisémite et anti-juif. Et à ce moment-là, Marine Le Pen est en pleine volonté de dédiaboliser le FN qui deviendra le RN. Donc, il est exclu. Il exclut contre l'avis de Jean-Marie Le Pen, qui, lui, milite en interne pour le garder. Mais voilà, la stratégie de Marine Le Pen, qui est actée à ce moment-là, veut qu'il soit exclu. Absolument. Donc après ça, il va revenir à l'œuvre française. Il va reprendre la tête de l'œuvre française. Ça va être dissous. Le mouvement va être dissous en 2012. Et puis après, il va continuer à évoluer. Donc il va aller au PNF, le Parti nationaliste français. Puis là, alors depuis apparemment 2023, il préside le parti belge Mouvement Nation, qui est un parti pareil néo-nazi mais belge. On l'a vu aussi s'illustrer pendant les Gilets jaunes. Il avait tenté de faire un peu d'entrisme au début du mouvement des Gilets jaunes. Bref, c'est un personnage de l'extrême droite antisémite bien connu et qui effectivement était non pas parmi les manifestants de manière anonyme, mais qui était en tête de cortège à tenir la banderole. Lui, c'est un peu un représentant de la vieille extrême droite dont l'antisémitisme est peut-être le premier mot d'ordre. Ouais, c'est ça. On peut penser qu'il est un peu... Donc c'était une figure très importante, y compris dans les années 90-2000. Il a été multi-condamné. Alors, je sais plus si j'avais fait... Oui, il a été multi-condamné, donc contestation du crime contre l'humanité, etc., etc. C'est quelqu'un qui est ouvertement antisémite, il s'en cache pas. Et alors, on peut penser qu'il est un petit peu passé de mode, néanmoins, sur les boucles Telegram, Signal, de groupuscules qui réunissent plutôt des jeunes, soit nationalistes révolutionnaires, soit identitaires. Ces messages d'Yvan Benedetti sont très souvent relayés. Il y a un peu une figure de grand sage. Il conserve une aura. Voilà, y compris chez des groupuscules pour qui l'antisémitisme n'est pas non plus le premier champ de bataille, si on peut dire comme ça. L'islamophobie est bien plus importante dans certains groupes identitaires notamment. Mais Benedetti conserve cette aura. Il y avait aussi des proches de lui de cette époque-là qui étaient présents. Alexandre Gabriac, qui a été son numéro 2 effectivement pendant très longtemps. Pareil, qui était au FN, qui en était exclu. Des parcours un peu similaires, ouais. C'est exactement. Et en gros, lui, c'était un peu la relève de Yvan Benedetti, quoi. C'était la version jeune d'Yvan Benedetti. Donc c'est vraiment son numéro 2 qui était là. Pareil, pour les personnes identifiées, il y a Raphaël Eyma qui a pris la parole. C'est-à-dire qu'au tout début, avant le départ de la manifestation, il y a eu 3 prises de parole, dont de Raphaël Eyma. Donc Raphaël Eyma, en fait, c'est l'un des chefs de file du groupuscule provençal Ténésum. Donc c'est un mouvement pareil ouvertement néofasciste donc on le voit à droite là sur la photo. Voilà, on le voit à droite. Donc c'était pas du tout caché. Et il a cette particularité d'avoir été collaborateur d'un député RN, le député du Var, Philippe Schreck. Donc c'était il était présent et on le voit effectivement prendre la parole. Alors lui, il avait été finalement exclu. En tout cas, le RN avait poussé Philippe Schreck à prendre ses distances avec cet assistant parlementaire parce qu'il y a eu des révélations de Libération notamment. Il disait que Raphaël Eyma donc, a été l'invité d'honneur à l'association culturelle des Amis de Léon Degrelle. Léon Degrelle qui était un Waffen-SS belge, pareil, qui a été très, très influent jusqu'à sa mort. Et dans l'adoration d'Adolf Hitler et du nazisme. Encore une fois, il n'y a pas on ne nazifie pas ces gens-là, ils le font très bien eux-mêmes.
Dans les autres personnalités, alors qui étaient peut-être moins visibles, mais qui par contre étaient assumées, puisqu'ils n'étaient pas sur le devant de la scène, mais en fait ils travaillaient à l'organisation, notamment au niveau du service d'ordre. Donc il y a 3 personnages qui aussi montrent bien la teneur de cette manifestation. Donc là, à l'écran, donc c'est Marc Cacré, Marc de Cacré-Valmeunier. Donc lui, c'est pareil. Donc c'est un militant néo-nazi assumé. Qui a été le chef, alors qui a eu un parcours un peu sinueux, qui va à l'Action française. Finalement, en fait, il part de l'Action française parce qu'il trouve que l'Action française n'est pas assez radicale dans sa guerre avec les antifascistes. C'est le parcours d'énormément de militants de cet âge-là, entre 25 et 35 ans. Exactement, il se rapproche du GUD, il va devenir l'un des leaders, il va faire un séjour en Ukraine aussi à un moment donné, pas longtemps, mais ce qui va commencer à biper au niveau des services de renseignement et de se rendre compte que le profil est assez dangereux. Il va monter un groupe de combat, les Zouaves, qui vont s'illustrer à plusieurs reprises dans des violences et des violents affrontements. Il est aussi proche du mouvement Hooligan, donc il a d'abord été proche du mouvement des Messos, et après il va s'illustrer dans des fights, donc des combats organisés entre hooligans avec Jeunesse Boulogne. Et donc ce personnage était l'un des chefs du SO pendant la manifestation. Et pareil, pour rappeler un peu le CV judiciaire, c'est quelqu'un qui est également multi-condamné, notamment pour des affaires de violence. Donc pendant les Gilets jaunes, il a été condamné pour des affaires de violence. Il a été aussi condamné pour l'attaque du bar antifasciste Le Saint-Sauveur, qui depuis a fermé dans le 20e. Et plus récemment, il a été aussi condamné pour des violences contre des militants de SOS Racisme, qui a été c'était il y a quelques jours, la semaine dernière. Voilà, qui faisait un happening lors d'un meeting de Éric Zemmour, et il faisait partie des principales personnes qui avaient commis des violences contre eux. Donc on se souvient des images où ils sont tapés à coups de chaise et qui sont à coups de pied quand ils sont au sol, etc. Donc c'est un profil sérieux, quoi. Il avait aussi été mis en examen dans des tentatives, alors la procédure n'est pas allée au bout, mais pour des vices de procédure justement, tentative de ratonnade en marge du match de demi-finale de Coupe du Monde 2022, donc en novembre-décembre 2022, entre la France et le Maroc. À ce moment-là, il y avait eu d'ailleurs plusieurs perquisitions de ce groupe-là, parmi lesquels de nombreux objets à la gloire du Troisième Reich avaient été retrouvés. Je crois, tu parlais tout à l'heure de l'attaque du Saint-Sauveur. Il me semble que c'est pour celle-ci qu'il a eu écopé d'1 an de prison, ouais. Marc de Cacré-Valmeunier. Et il avait besoin ensuite, pour éviter de rester en prison, d'avoir un travail. Et ce travail, il l'a trouvé, si je ne me trompe pas. Oui, il l'a trouvé. Donc en fait, c'est l'une des boîtes de Axel Lousteau, donc on en a parlé, qui était l'un des chefs du GUD dans les années 90, donc il fait partie de cette GUD Connection autour de Marine Le Pen, qui lui a trouvé, en fait, donc Axel Lousteau, il a à la fois des boîtes de sécurité et des boîtes de gardiennage, et donc il lui a trouvé un travail, effectivement, comme gardien. Donc en fait, il est gardien de l'île bretonne de Vincent Bolloré. Donc en gros, il assure la sécurité de cette île. Donc il y reste 3 semaines, et puis après, il est un peu comme les marins, il y reste 3 semaines, après il a 3 semaines de repos, et c'est ce qui lui a permis effectivement d'échapper à la prison. Donc quand on vous disait tout à l'heure que tout ça était un écosystème, là on retrouve dans la même personne un des principaux leaders des groupuscules néofascistes en France, qui trouve du soutien avec les anciens Gudards, anciens proches de Marine Le Pen, et qui finit par travailler pour Vincent Bolloré, l'argentier de cette extrême droite. De l'ensemble de cette extrême droite-là. Il y a un autre exemple qui est assez saisissant là-dedans. Je vais montrer sa photo. Il a pris la parole samedi à la manifestation, et il est présenté dans les médias comme un ami de Quentin Derenc. C'est Vincent Claudin. Lui est aussi ancien membre de Lyon Populaire, donc devenu Audace Lyon, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc
Ça, les médias ne l'ont pas toujours dit, notamment BFM TV quand ils l'ont interviewé. Ils n'ont pas précisé qu'il était lui aussi membre de groupuscules néofascistes. Et pas seulement, il est aussi assistant parlementaire de l'IZ Polé, Rassemblement National. Voilà, on trouve son nom ici. Et alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Vincent Claudin, mais peut-être aussi sur le nom qui apparaît juste à côté. Vincent Claudin, donc en fait le lien qu'il a avec Lyon, c'est que jusqu'en 2024, en fait, il était membre de Lyon Populaire avant d'être embauché par cette députée Lisette Paulet, qui décidément aime bien recruter dans les milieux radicaux, puisque tu l'as montré sur la fiche là, des collaborateurs. C'est la fiche actuelle, hein, on précise, voit, on est sur le site. Clotilde Guéry, donc avec Florent et Anthony Cortés, on avait fait, non avec Florent, pardon, c'était juste avec toi, on avait fait une enquête sur quand le RN en fait recrute chez les radicaux, et notamment on avait mis la main sur un PV du service de renseignement territorial qui faisait une surveillance d'une manifestation. Donc c'était un groupe qui s'appelle Octorome, et qui est un groupe pareil néofasciste versaillais. Et donc on est en fin 2023, c'est juste après l'affaire Crépol, et parmi les gens que les policiers sont en train d'identifier, ils ont la surprise de tomber sur Clotilde Guéry, qui est à la manifestation et qui est en fait assistante parlementaire de Lisette Paulet. Donc on se rend compte que parmi ses collaborateurs, souvent elle les recrute dans les milieux radicaux. Alors on parlait d'Axel Lousteau, donc on peut aussi parler du fils, puisque le fils, effectivement, et c'est là où on voit qu'effectivement, je reprends ton terme d'écosystème, il y avait aussi donc Gabriel Lousteau, donc, qui est le fils d'Axel Lousteau, qui pareil était l'un des chefs d'un des services d'ordre de la manifestation, et donc voilà, il a exactement le même profil radical que Marc de Cacré-Valmeunier. Ils se connaissent bien. Ils se retrouvent aussi sur l'organisation de la manifestation du 9 mai. Lui a déjà eu effectivement des condamnations. Donc, on l'a dit, hein, il a été condamné pour une agression homophobe. Et donc, lui, il utilise l'aura de son père pour... donc, il fait partie de ces anciens du GUD qui aujourd'hui tiennent un peu la scène radicale en France, notamment via ce grand rassemblement annuel du comité du 9 mai. On a parlé de Calixte Guy, Thomas s'en est chargé, donc pareil, qui faisait partie, qui était l'un des chefs du service d'ordre. Donc on voit bien que en fait, les patrons des services d'ordre étaient à chaque fois les têtes de groupuscules d'extrême droite qui sont aujourd'hui, en fait, qui effectivement sont une forme de réseau national de ces groupuscules qui se retrouvent lors d'événements et qui gèrent à chaque fois la sécurité. Sur les différents profils visibles qu'on pouvait voir lors de cette manifestation.